c'est un débat. Aujourd'hui, nous avons encore la chance de les avoir avec nous. Ça fait longtemps, ça fait pratiquement 3 semaines qu'ils ne sont plus avec nous. Ils sont là, Tchabouré et Abbas. Tchabouré, le directeur de publication du journal Le Messager, qui est dans les kiosques depuis hier à 250 francs seulement, comme il aime le dire. Et Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Le Mania Libéré qui est dans les kiosques aussi depuis hier au prix de 250 francs seulement. J'ai fait ce que vous voulez. Tchabouré, bonjour. Bonjour Anita. Bonjour aux téléspectateurs. Vous avez manqué. Oui, effectivement. À moi, non. Non, bon, on est toujours en contact. Et si on veut encore aller plus loin, comme tu sais, comme j'aime souvent le dire, je n'aime pas faire les jaloux. Je n'aime pas faire les jaloux au niveau des téléspectateurs. Donc, merci à vous, chers téléspectateurs, et merci également pour votre patience. Et toutes nos excuses pour cette absence de 2 ou 3 semaines qui est indépendant vraiment de notre volonté, sincèrement. Et parfois, dans la vie, vous savez, il y a des hausses et des bas, il y a des empêchements qui arrivent, mais toujours est-il que nous sommes là, on est revenu en force et vous allez nous suivre avec Anita. Bon, je ne vais pas aller... De toute façon, ça fait plaisir de vous avoir. Abbas, bonjour. Abbas, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Yaka 7. Surtout les téléspectatrices, parce que c'est elles qui nous ont manqué. Pas toi, parce que même si tu dis que nous n'avons pas manqué, nous sommes c'est ceux-là. Ceux-là qui nous écoutent, celles qui nous écoutent. Donc, moi, je ne vous ai pas pour moi, c'est pas important. Pour toi, là, c'est pas important. On est habitué. C'est chose. Ah bon? Ouais. Parce que tu as dit que... Je vais changer la donne bientôt. Il faut changer, on va voir. Tu ne peux même pas changer pour prendre la place des téléspectateurs ou téléspectatrices que nous adorons. Ah oui, elles sont chères pour nous. Elles sont chères pour nous. Enfin, j'espère que c'est seulement en termes d'information, et sinon le reste, je ne veux pas me mêler de ça. Eh bien, 2 sujets essentiels feront l'objet de cette émission. On parlera d'abord de la hausse des prix des produits pétroliers à la pompe et également de la grève du syndicat des enseignants du Togo avec les sanctions du ministre, le ministre qui a mis en exécution ces menaces. Et on va commencer avec la une. Je commence par qui? Non, il faut faire le choix. C'est à vous, Anita, de faire le choix. Tout en prenant soin quand même de ne pas m'exposer, de ne pas me soulever. Non, vous savez ce qu'on va faire? Oui. Dans votre dernière parution, vous êtes souvenu de Dominique Alizou. Dominique qui souvent occupait cette place-là dans mes émissions. Oui, justement, Anita, je crois que vous avez bien fait quand de revenir là-dessus pour qu'on puisse quand même en parler. Dominique, comme tout le monde le sait, c'est le directeur de publication du journal Chronique de la Semaine, un confrère et qui nous a quittés à la suite de cette maladie, de cette vilaine maladie. Et c'était important pour nous qui l'avons aimé, et même ceux qui ne l'ont pas aimé, c'était important quand même de se rappeler de ce monsieur à sa date anniversaire de sa disparition, je voudrais bien sûr dire, et continuer par implorer la faveur d'Allah le Tout-Puissant afin qu'il puisse continuer par le recevoir dans son royaume et qu'il lui réserve une bonne place dans l'au-delà. Nous sommes des êtres humains. On peut peut-être, ce n'est même pas peut-être, on commet des erreurs de notre vivant. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est de continuer par prier à Allah pour qu'il puisse nous pardonner ses erreurs. Parlons de Dominique Tchabouré. Il n'y a pas longtemps, Joël Ega, votre ami, notre ami, nous a quittés. Apparemment, les grands noms de la presse togolaise s'en vont. Qu'est-ce que vous, en tant que responsable, vous faites pour que la relève soit assurée? Non, je crois que nous en faisons beaucoup, et en plus du soutien du gouvernement qui essaie de mettre en place un certain nombre de structures et des privés, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, il faut le dire, la presse privée togolaise, disons la presse de façon générale, a fait un parcours. Nous avons commencé dans les années 90, on sait
comment était la presse, et aujourd'hui, il faut le dire, il y a des structures en place qui essaient, avec lesquelles nous utilisons aujourd'hui pour améliorer. Vous savez, nous sommes en perpétuelle amélioration. L'homme, je voudrais dire de façon générale, et surtout dans notre métier, nous essayons de voir comment nous pouvons faire plutôt pour pouvoir nous améliorer au jour le jour. Et c'est ce que nous essayons de faire avec les associations auxquelles nous appartenons et les regroupements qui sont là, les regroupements de presse qui sont là, on fait de notre mieux. Et je reviens effectivement à Joël Lega, il faudrait quand même qu'on puisse penser à lui qui vient de nous quitter. Vous l'avez dit, c'est un ami personnel, ça je l'ai dit, peut-être que certains ne le savent pas. Nous avons cheminé ensemble, on a fait même une association ensemble en 2010. Oui, le journaliste pour l'observation électorale. Donc j'étais son secrétaire général, il était le coordonnateur et on a eu à frotter, on a eu à échanger. Un homme de principe que je connais bien, et que tout le monde le sait. Ce qu'on peut faire, c'est de continuer par prier pour le repos de leur âme. Et au-delà de tout, il ne faut pas oublier, nous tous, nous allons là-bas. Ses confrères, ce n'est pas que les deux. Il y a Tchakala Aliou, il y a le doyen Olonou, il y a Lucien Mensa, à tous ceux-là, nous disons paix à leur âme. Que Dieu continue par les recevoir dans son royaume, que de leur pardonne leurs péchés, à tous ceux que ceux-là ont eu à offenser de leur vivant, que ces personnes puissent leur pardonner. C'est important. Et je dis, la relève, moi je dis la relève à assurer. Parce que, oui, je suis sûr, parce que les jeunes sont là, qui continuent par s'intéresser au métier. Je pense que c'est là l'essentiel. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de leur produire des conseils pour savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir maintenir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a trop de défaillances. Et je pense qu'avec les conseils des uns des autres, avec le travail que font les associations de presse et le gouvernement, l'aide du gouvernement, les choses pourront aller. Vous allez y arriver. À part ça, après Tchakala, le doyen Lucien Vincent, Dominique Alizou, Joël Lega, même question. Qu'est-ce que vous faites pour que la relève soit assurée? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la Les grands noms sont en train de partir. Ce n'est pas les grands noms sont en train de partir. Il faut dire que c'est des confrères journalistes qui sont en train de partir. Parce qu'on a vu comment les choses ont évolué. Dominique Lula a été la première victime de la Covid-19. Ça fait qu'en ce moment, s'il y avait des moyens, les moyens étaient mis en œuvre. Comme après ça, Moron a commandé les respirateurs, tout ça là, s'il y avait les respirateurs en ce moment, parce que c'est un docteur qui nous a dit ça, on aurait pu sauver la vie de Dominique. Donc les choses ont évolué. Après, il y a eu beaucoup d'entre eux qui sont morts, il y a beaucoup de confrères qui sont partis. Entre-temps, c'est Elias Soukali qui est parti, il y a Julien qui est parti, c'est un suivi avec Lucien Vincent. Lucien Vincent est parti avant Julien. Et Tchakala, Olonou, tout ça là, ils sont partis. Le problème pour la relève, on sait que la relève, c'est la formation. Aujourd'hui, il y a les écoles de formation en journalisme qui sont là. Mais vous savez que ce que nous apprenons dans les écoles, c'est différent de la réalité. Oui, on dit souvent c'est différent. Quand tu fais la théorie, c'est différent de la pratique. Et dans la pratique, c'est qu'il faut arriver sur le terrain. Et comme Thiago l'a dit tout à l'heure, il faudrait qu'ils écoutent les conseils des dévanciers. Mais s'il n'y a pas, chacun sort de quand il va dire se mettre dans la bouche que moi, il tape la poitrine. Moi, j'ai fait l'école du journalisme. Et je suis sorti, je connais même plus ceux-là qui n'étaient pas à l'école. Or, les vrais journalistes, les grands journalistes, c'est ceux-là qui n'ont même pas mis pied à l'école, parce qu'ils ont fait la pratique, c'est le terrain. C'est tout comme quand tu prends un mécanicien auto aujourd'hui, et un mécanicien qui a fait la théorie à l'école, ils vont jouer de la même 50-50. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est d'écouter les conseils, ne pas se dire que moi j'ai fait l'école de journalisme, donc je suis supérieur aux autres. C'est pour cela que quel que soit les cas, même si tu as fait école, il y a les formations continues qui se poursuivent. On fait souvent ces genres de formations pour maintenir le journaliste pour lui dire, ici là on ne fait pas, parce qu'il y a des règles de déontologie qu'il ne faut pas oublier. Donc quand on respecte tout ça là, je pense que l'avenir sera assuré si les jeunes qui sont derrière nous, qui sont en train de nous suivre et qui ne suivent pas, parce que quand vous prenez aujourd'hui
avec les nouveaux médias qui sont là, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans qui ne sont pas correctes, qui ne respectent pas les règles de déontologie. Ça complique la situation aussi des associations de presse. Maintenant, il faudrait faire de telle sorte qu'on apprenne aussi au niveau de la presse en ligne ce qu'on appelle l'écriture journalistique. Cela n'a pas été fait. Parce que quand nous on avait commencé, on nous a appris ce qu'on a fait, écriture journalistique. Maintenant, tu vas voir que chacun se l'a écrit son site et il dit qu'il est directeur de publication. Sans aucune formation, il est là et il commence par prendre des articles. Et à tout moment, quand vous lui faites des reproches, pourquoi tu as mis cet article, ce titre-là, il ne va pas te répondre. Des fois même, il va t'insulter pour dire que comment toi tu ne peux pas le connaître. Alors que. Parce qu'il va se dire qu'il sort d'une école de. Oui, même les gars n'aiment pas sortir d'une école. Il est chez un directeur de publication et après il va créer son site. Quand il crée son site, il est là, il n'a pas fait l'école de formation. Il faut avoir l'école de journalisme, l'écriture journalistique dans la tête. Comment ça se fait un article de presse? Si vous ne le savez pas et vous tombez, parce que l'article de presse est différent d'une rédaction. Il faut respecter le principe pyramidal qu'on fait. Mais les gens. Qui fait quoi, où et comment? Voilà, les gens ne maîtrisent pas ça. On balance tout, surtout les nouveaux médias. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait une formation. On va voir dans quelle mission. Vous faites partie de. Oui, c'est ça. Nous sommes sommes en train de faire les plaidoyers. Maintenant, même quand vous faites des projets pour dire que vous allez former les journalistes en écriture journalistique, on va dire que les gens sont fatigués. Donc il faudrait qu'au moins au niveau des autorités, on puisse nous dire si on veut professionnaliser le journalisme, il faut continuer le processus de formation et de sensibilisation de ceux-là qui sont en train de venir dans la profession. Merci. Non, si je peux ajouter quelque chose, je pense qu'avec l'évolution des choses, Abbas l'a effleuré tout à l'heure, il y a les nouveaux médias qui sont là. Et vous voyez, l'information aujourd'hui, elle est instantanée. Les gens voudraient avoir la primeur de pouvoir publier une information et ce sont les sites qui le font. Maintenant, il y a une confusion. Ce n'est pas tout le monde qui est journaliste. Les gens qui jettent les informations, si je peux m'exprimer ainsi, sur les réseaux sociaux, qui se disent journalistes, ce n'est pas tout le monde qui est journaliste. Voilà pourquoi il y a nécessité pour que la formation puisse être continuelle, pour qu'on puisse avoir l'appui pour former et continuer par faire la distinction, continuer par enseigner à ceux-là qui s'engagent dans le métier du journalisme, que ce soit un journalisme d'une presse en ligne, comment faire l'écriture journalistique. Le constat, il est là. Quand vous prenez certains de nos jeunes frères qui se sont engagés dans le métier du journalisme, dans la presse écrite, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de la radio ou bien au niveau de la télévision, mais avec des informations que j'ai, c'est pratiquement la même chose. Difficilement, ces jeunes frères arrivent à vous pondre un article digne de ce nom. Vous envoyez un de vos rédacteurs vous faire un dossier avec un tel scientifique, mais le résultat qu'il va vous amener, attends, vous n'allez pas aimer. Vous n'allez pas aimer. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Maintenant, le problème, on le disait tantôt, il faut que les gens nous écoutent. Nous qui sommes déjà passés par là et qui savons à peu près ce que c'est et qui avons quand même la maîtrise, je ne dis pas qu'on connaît tout, qui avons quand même le minimum, le b.a.-ba, qu'on leur inculque ces idées pour que les jeunes puissent accepter de pouvoir, si vraiment ils ont envie d'embrasser ce métier. Parce qu'il ne sert à rien de se jeter dans le métier et quand on vous demande de faire un article, tout à l'heure, sincèrement, nous irons tous là-bas. C'est ça. Et puis franchement, ça fait mal lorsque nous sommes indexés, lorsqu'on dit voilà, c'est un journaliste qui a écrit comme ça, tout ça. Ça fait mal lorsque vous êtes journaliste. Et vous voyez effectivement les erreurs de ces jeunes frères qui arrivent et qui se jettent dans le métier sans aucune formation. Franchement, qu'on nous permette de le dire, on est obligé parce que de nous remettre en cause. Si on veut vraiment évoluer, il faut qu'on se remette en cause et que les jeunes qui arrivent, qui veulent vraiment embrasser ce métier qui est noble, que ces jeunes puissent accepter. Laissez-moi vous dire ceci, quand les jeunes disent que
quand vous allez pour les parutions et autres, là, le DP prend l'argent et en retour, on ne leur donne rien. C'est pourquoi ils sont obligés de créer leur site. Non, on ne refuse pas. Ils doivent payer le loyer. Voilà, si on ne veut pas, c'est un débat qui est très large, on ne peut pas aller sur ce terrain. Oui, c'est vrai, les journalistes non, ce qu'ils disent, oui, c'est un débat très large. On peut prendre toute une journée, on ne va pas en finir. C'est vrai, ce que les gens disent, ce n'est pas faux. Et cela, c'est dû à la situation économique généralisée que vivent les médias, ou bien que vivent les médias. Il faut le dire. Vous savez combien on vend sur le terrain, combien nous avons comme encart publicitaire dans nos médias. Alors là, lorsqu'il y a une petite entrée, le problème surgit. Mais est-ce que cela est un argument pour que les gens puissent aller créer leurs médias sans aucune formation? Je ne crois pas. Si vous quittez parce que votre DP, le directeur de publication, ne vous satisfait pas et vous allez créer, mais attends, il y a les règles également qui sont là. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une amélioration avec notre code de communication qui a été voté. Les règles sont là. Si vous vous lancez dans le métier et que vous ne respectez pas les règles, il y a les conséquences qui sont là. Franchement, cela n'est pas un problème. Le problème économique, l'aspect économique est là, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que nous ayons notre BABA, notre formation pour pouvoir nous lancer dans ce métier. C'est un métier qui est très délicat, il est noble, mais il est très délicat. Ne viens pas dans le journalisme qui le veut. Alors, Abbas, une question, nous avons eu à discuter avec quelques jeunes. Ils vous disent que vous allez pour le bouclage et autres, là, le DP vous tend 2000, 5000 et c'est fini. C'est parti pour l'autre semaine. C'est pour ça qu'ils préfèrent créer leur site et gérer eux-mêmes leurs affaires. Il y a des catégories de journalistes que vous connaissez parce que quand vous êtes avec quelqu'un, il est permanent chez vous. Et il vient. Ça, c'est une première catégorie, il est permanent chez vous. Vous avez besoin de lui à tout moment. Il répond. Mais la deuxième catégorie, c'est celui-là qui reste quelque part, il vous envoie les articles et le jour du bouclage, il vient. Celui qu'on appelle un pigiste. Celui-là qui vient, qui fait la pige et à la fin vous lui donnez 5 000 par rapport à l'article. Parce que entre-temps, quand vous voyez un journal, très souvent on dit, si tu arrives à faire une page du journal, tu as 2500. C'est comme ça, la page du journal. Tu fais les articles qui font la page, tu as 2500. C'est comme ça, nous, on a commencé, on nous a pris, engagés et on a commencé jusqu'à ce qu'on est devenu permanent dans l'organe. Et dans l'organe, à la fin du bouclage, on ne te donne pas 5 000. On attend la fin du mois pour te donner 60 000, ce qui veut dire que ça fait 15 000 francs par apparition. Mais aujourd'hui, vous allez voir des gens qui sont là. Il vient, il est pigiste. Quand il vient le jour du bouclage pour voir comment son article vont passer, ses articles vont passer, et à la fin on lui donne ses 5 000 francs par rapport à ce qu'il a écrit. Il dit qu'il n'a pas bien payé. Alors qu'il y a quelqu'un qui est permanent, qui va au reportage, et avec toi, à tout moment, tu vas. Et tu as besoin de lui, tu l'appelles. Oui, tu ne peux pas dire que tu vas lui donner 2500, 25 000. Ça, c'est 10 000, 15 000. Et tu dois le déclarer également? Pas encore. Maintenant, j'en arrive par rapport à la convention collective dont c'est en train d'être discuté. Même en ce moment actuellement, c'est en train d'être discuté. La négociation a commencé depuis quelques semaines. Actuellement, les confrères sont les syndicats des journalistes et le patronat est en train de discuter au ministère de la Communication. C'est pour voir comment améliorer les conditions de vie des journalistes. Or, quand vous prenez les journalistes, on discutait tout à l'heure de ça dans la voiture, quand vous prenez les journalistes, si on calque, nous, notre convention collective, sur ce qui se passe au niveau de la fonction publique, ce qui veut dire qu'on va nous appliquer ce qu'il y a au niveau des médias d'État. Or, quand tu prends les médias d'État, c'est que les journalistes sont permanents. Ils font le quotidien là-bas. La presse est quotidienne. Chez nous, nous ne sommes que... Il y a des hebdos, des quotidiens, des bi-hebdos, des bimensuels. Donc, les privés, c'est un cas spécial et particulier qu'il faut traiter.
Et c'est ça, je crois que ça va constituer un problème. Là, aujourd'hui, c'est sur ça qu'ils vont loger. Parce que les syndicats de journalistes disent qu'il faut qu'on leur paie comme ce qui se passe au niveau, on les traite comme ce qui se passe au niveau des médias publics. Vous voulez rejoindre les enseignants? Et là, ce qui se passe au niveau des médias publics, quand vous prenez la TVT, ce que la TVT paie, si on calque ça, est-ce que E47 peut payer ça à ses journalistes? Parce que quand il y a quelque chose, il faut tenir ça en attendant. Mais ne pas aller plus loin pour dire que je veux qu'on me compare par rapport à l'autre, alors que tu n'as pas le même temps de travail et les mêmes réalités que ceux-là qui sont là-bas. Donc on dit de comprendre ça, et les syndicats des journalistes, disent qu'ils sont tranchés sur leur position. Parce qu'il faut après tout aussi aller les déclarer à la caisse. Tout ça là, c'est des charges. Combien le directeur même il gagne sur sa publication? Combien les directeurs des organes de radio et télévision gagnent sur la publicité? Tout ça là, surtout avec Covid, il y a plus surtout de avec Covid, il y a plus de choses. Donc ça là, il faut s'entendre sur un minimum que j'ai et j'y prends. Mais si vous exigez, vous incitez, c'est que si les négociations bloquent, c'est fini. Alors, si les négociations bloquent, c'est fini. Ce qui, on peut le dire, arrive avec les enseignants du Togo. Nous démarrons avec la une du Messager. Hein. J'ai fait mon choix. Je commence avec le Messager. Non, mais merci Anita. Et puis il est content. Hein. Non, je suis content. Le Messager qui parle de l'éducation. Ah bon? Ah oui. Je gagne quoi en retour? Non, attends, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas que vous gagnez. Vous gagnez ce que vous savez. À base de c'est déjà. On se comprend. Non, c'est bon. Alors, on peut voir le Messager Togo Éducation, grève du 7 des élèves, des exclusions en perspective. Et puis, le ministre, il a mis en exécution ces menaces depuis le fleuve Oti. Il a lancé ses missiles. Ah oui. 137 enseignants sont exclus. C'est clair, Anita. Lorsque nous le disions, ce n'était pas anodin. Parce que nous avions des informations de sources très sûres qui indiquaient que ce qui s'est passé ne doit pas laisser lettre morte au niveau du gouvernement. D'abord, quand les gens parlent de menaces, certes, ce sont des menaces, mais je pense que ce sont des tests qui sont appliqués. Si nous voulons vraiment aborder le problème des enseignants, je pense qu'on va être très, très sérieux pour dire que lorsque vous prenez le secteur, et lorsque vous faites une analyse par rapport à ce qui a été fait pour améliorer les conditions de travail et de vie de ce secteur, je veux parler des enseignants, je pense qu'il faut le dire que le gouvernement a fait un grand pas. Je ne suis pas en train de jeter les fleurs. Les problèmes n'en finissent pas. Mais je pense que le secteur de l'éducation n'est pas le seul secteur dans le pays. Et si le gouvernement... Par rapport au dernier tableau sorti avec leur salaire. Si nous ne savons pas faire, nous risquons de faire des jaloux et créer un autre problème si on veut résoudre complètement le problème des enseignants. Ce n'est pas qu'au Togo, c'est elle qui a un problème au niveau de l'éducation. Dans d'autres pays, non. Mais lorsque tout le monde est d'accord, et là, je reviens sur le mémorandum d'entente qui a été signé. Lorsque vous prenez le mémorandum d'entente, vous allez voir que tous les acteurs sont tombés d'accord sur le fait qu'un grand pas a été fait et ont salué cet engagement du gouvernement à vouloir satisfaire les revendications des enseignants. Que ce soit du secteur privé, que ce soit du secteur public et que ce soit du secteur confessionnel. Le gouvernement a fait un grand pas. Et dans le mémorandum, ça a été bien écrit, blanc sur noir. Par rapport aux primes et par rapport au salaire, je pense qu'aujourd'hui, l'enseignant togolais n'en vit pas plusieurs autres enseignants de la sous-région. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Les gens peuvent nous dire ce qu'ils veulent, ils peuvent nous insulter, mais à travers les informations et les chiffres qui sont probants que nous avons, je pense qu'il faut être honnête pour dire que le gouvernement a fait un grand pas. Comme je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on soutient le gouvernement d'une manière béate, non. C'est parce que nous avons fait le constat. Et nous pensons que d'autres secteurs sont là
Récemment, vous avez vu, au niveau de la sûreté, les agents sont sortis pour réclamer. Il y a d'autres au niveau de Togocom, il y a les agents qui sont là, qui veulent également réclamer. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres secteurs qui attendent pour que leurs conditions de vie soient améliorées. Mais lorsque et nos journalistes aussi. Et nos journalistes, nous attendons, il ne faut pas oublier. Maintenant, quand nous constatons qu'au niveau de nos amis enseignants, il y a les gens qui en demandent de trop, je pense que ça fait mal. Ça fait mal. Mon confrère Abbas a fait une analyse. Et dans sa parution d'hier, lorsque vous prenez, vous allez voir l'évolution de l'augmentation des primes et l'évolution des salaires de nos enseignants ces dernières années. Franchement, vous allez apprécier. Et c'est sur ce, nous sommes un peu étonnés. C'est toujours dans les kiosques, non? C'est toujours dans les kiosques. Seulement. C'est pourquoi nous sommes un peu étonnés du comportement de ces enseignants. Et là, moi je pense que en le faisant, le 7, qui est un syndicat qui n'existe pas, selon le ministre Baora, ça, nous les avons reçus ici sur ce justement, moi je dis ça. Ils ont dit qu'ils existent légalement. Et puis, en tout cas, moi j'avais fait un dossier la semaine passée. J'avais fait un dossier dans la semaine passée. Lorsque vous prenez ce dossier et lorsque vous prenez les 3 points que j'ai énumérés, vous allez constater que certes, le syndicat peut dire qu'il existe, mais vous allez voir qu'il y a les lois qui frappent ce syndicat. Récemment, il y a un décret qui a été pris par le chef de l'État et c'est en application de ce décret que le ministre Baora a pris l'arrêté hier pour exclure les 130 et quelques personnes. Et c'est ça, je l'avais averti la semaine passée. Je l'avais averti et j'ai dit que ces enseignants qui vont s'aventurer sur la démarche de grève seront sanctionnés à travers un certain nombre d'articles, en tenant compte du Code du travail, en tenant compte du décret et en tenant compte également du mémorandum, parce que tout ça là, il y avait des garde-fous qui ont été pris. Franchement, je ne suis pas le seul. Vous allez voir que ce qui s'est passé avec le syndicat du 17, si ce syndicat existe, évidemment, vous allez voir que beaucoup sont quand même frustrés de ce comportement, à vouloir tirer le secteur par le bas, à vouloir retarder les choses. Aujourd'hui, on a très beaucoup avancé, ça il faut le dire, et les élèves s'apprêtent. Certains ont déjà fait la composition, les élèves s'apprêtent à aller en congé, des examens sont déjà établis, et vous allez voir que quand les gens adoptent ce comportement, c'est un peu déplorable, sincèrement. Déplorable, Abbas. Le 7, entre-temps, disait être ouvert au dialogue, mais avec la sortie du ministre lors du Conseil des ministres, avec les déclarations du ministre, ils ont trouvé ça comme juste des menaces. Et hier, c'est tombé. Le ministre, les missiles sont lancés. Et puis depuis d'abord. Et ça a pris. Depuis le fleuve. Comme il a dit. Et ça a pris ceux-là que ça devait prendre. Parce que quand vous êtes en institution, vous êtes face à un État, c'est une autorité de l'État établie, et que vous dites, vous allez faire ceci, il faut que vous fassiez attention. Parce qu'on ne défie pas l'autorité de l'État comme ça. Le CETA a lancé sa grève au sortir même de la signature d'un mémorandum qui disait une académie. Apparemment, il n'était pas ajouté au lot de syndicats. Ils n'ont pas participé au lot de syndicats. Parce que vous prenez les syndicats, là, le CETA est créé comment? Le CETA est créé parce qu'il a dit que les autres l'ont dessus. Les autres l'ont trahi. Ils sont allés avec le pouvoir, ils l'ont trahi, ils sont créés. Demain, tu vas voir quel autre va sortir du CETA pour créer aussi son organisation parce que le CETA en fait ceci tout. Donc c'est comme ça ces syndicats-là se créent au gré des humeurs. Et quand ça se crée au gré des humeurs, le gouvernement ne peut pas faire quelque chose dans le désordre. Il faut réglementer tout. Et c'est pour cela que le gouvernement a réglementé. C'est le CETA qui avait lancé une grève l'année dernière où les directeurs des établissements ont été sanctionnés. Heureusement qu'il y a eu des négociations et les 16 directeurs ont été rappelés. C'est-à-dire qu'on compte encore sur ces négociations. Ces négociations, aujourd'hui, là, ça ne peut pas passer parce que on dit qu'on les fait sortir du syndicat de l'enseignement. Parce que si l'enseignement ne les intéresse pas, ils peuvent être serviables ailleurs.
Donc ils ont été reversés dans la fonction publique. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est la question qu'on se pose, ou bien c'est la question que je me pose depuis hier. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Ils étaient enseignants, on les laisse au niveau de la fonction publique. Non, ils vont rester dans les bureaux. C'est-à-dire, l'enseignant, les avantages que l'enseignant a par rapport à celui qui est dans les bureaux, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages quand il tient la craie, quand il est sur le terrain. Maintenant, tous ces avantages-là, c'est tombé à l'eau. Il va rester, on va les prendre dans les inspections, dans les services d'orientation scolaire et autres, là, ils vont rester là-bas. Ils n'ont pas les mêmes avantages que quand vous prenez les avantages des enseignants actuellement, les avantages, ça dépasse ceux des médecins, de la santé, ça dépasse ceux qui sont dans l'administration publique. Un cadre A1 dans l'enseignement est mieux loti qu'un cadre A1 dans la fonction publique. Lorsqu'il est dans la fonction publique, dans l'administration, dans les bureaux, l'enseignant est mieux loti que lui. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas par rapport aux petites primes, que prime de logement de 50 000, bien prime d'éloignement, que vous allez vous faire des choses. Tout ça, là, ça c'est négocié. On doit s'asseoir et dire, voilà ce que nous voulons. Mais du moment où on dit on ne vous reconnaît pas pour le moment, parce que c'est une nouvelle loi qui est arrivée, attendez, ne défiez pas l'autorité de l'État. Faites de telle sorte que vous arrivez à être reconnu. Et les négociateurs, parce qu'ils ont pris le moment où les choses sont, les enfants sont en examen, en composition, pour mettre les menaces à exécution. On dit ne faites pas. Apparemment, les 3 jours de grève n'ont pas pris. Hein. Non, les gens n'ont pas respecté. C'est pour cela que j'ai dit qu'aujourd'hui, tu vas voir que demain, il y aura d'autres qui vont créer un autre syndicat pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que ceux-là font. Donc, c'est ça le problème de l'évolution de la création de ces syndicats-là. Il y a beaucoup de syndicats, de confédérations qui existaient et c'est de là que c'est fait. Avec ces différents moi, j'étais avec un syndicat. On a perdu 2 élèves. Inutilement. Hier, moi, j'étais aujourd'hui, avec même, c'est pas sûr qu'on ne va pas perdre parce que ce qui se passe quelque part. Dans le Nord. Donc, il faut éviter ces genres de situations. C'est pour cela que le gouvernement dit arrêtons, ne faisons pas d'amalgame. Allons tout droit, les enfants sont là. Ce n'est pas pour vos intérêts que vous allez gâter les intérêts des élèves, les intérêts des parents qui ont mis les enfants à l'école. Ça, c'est les intérêts qu'ils sont en train de poursuivre. Même les intérêts dont il est question. Je pense que lorsque vous prenez le mémorandum d'entente dont il est question, dans ce mémorandum d'entente, je pense qu'il y a une somme qui a été envisagée sur les 5 ans. Oui. Je pense que c'est 5 milliards, hein, si je ne me trompe. Hein. Oui, ça a été réparti. Et lorsque vous voyez, tout ça a été réparti en tenant compte même des revendications sur lesquelles se base le CEDS pour pouvoir lancer ces grèves. Donc ça veut dire qu'en principe, le CEDS devait tenir compte de tout cela et voir la bonne foi du gouvernement sur l'application de ce mémorandum. Mais ce qui n'a pas été fait. En revenant sur la grève d'hier, qui n'a apparemment pas pris, qui n'a pas apparemment emballé. Moi, j'étais avec un enseignant hier au bureau, qui est un enseignant de lycée, parce qu'il a vu la décision du ministre Bahora, mais il s'est posé la question, mais est-ce qu'il y a eu grève? Ça veut dire que même les enseignants, certains enseignants ne savent pas qu'il y a grève. Oui, ça veut dire que, franchement, nos amis du CEDS... Les premières grèves, là, ça n'a pas été... Nos amis du CEDS doivent, en principe, revoir leur copie. Revoir leur copie pour pouvoir savoir redéfinir la stratégie et essayer de voir s'il y a possibilité de voir si les gouvernements, les gouvernants peuvent les recevoir, peuvent les écouter pour... Mais du moment où le gouvernement ne vous reconnaît pas, voilà, maintenant, par rapport à cette reconnaissance, d'après nos informations et d'après nos recherches, je l'ai dit tantôt que j'ai fait ce dossier, n'oublie pas que le CEDS a été créé en mai 2021. Or, selon les tests, parce que nous en avons fouillé, on a cherché, selon les tests, les nouveaux tests qui sont appliqués, hein, il faut exister 1 an. Pour qu'on puisse vous reconnaître, ou bien pour que vous ayez votre droit syndical. Mai 2021, mai 2022, nous ne sommes pas encore en mai. Ça voudrait dire que
contrairement à ce qu'ils sont venus vous dire sur ce plateau, il y a un problème. Il y a un problème. Et là, les ministres sont en droit de dire que ce syndicat n'existe pas parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas. Et n'oubliez pas également, selon les informations que nous avons eues, en octobre 2021, le ministre Baora avait écrit une correspondance à ce syndicat pour demander aux responsables de lui apporter les preuves de leur existence, c'est-à-dire que le récépissé des déclarations et autres, ce qui n'a jamais été fait jusqu'alors. Il va falloir que les gens nous suivent. Ils sont venus donner leurs explications. Nous sommes des journalistes, on est en train d'exposer notre analyse, on est en train d'exposer les résultats de nos recherches. Voilà ce qui est fait. Il ne sert à rien de rentrer dans un bras de fer avec nos dirigeants. Ceux-là qui sont en train de faire aujourd'hui, je pense qu'ils ont des enfants qui vont à l'école, ils sont des parents d'élèves, ils sont conscients. Moi, je pense que ce n'est pas la peine. Et ce qui fait pitié dans cette conséquence est là, c'est que la plupart du temps, leurs enfants sont dans les écoles, soit privées, confessionnelles, soit privées. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, la conséquence est là. Beaucoup, ça je vous le dis, beaucoup seraient en train de regretter leur acte. C'est-à-dire que parmi les 137 là, les gens seraient en train de regretter leur acte. Pour ne pas dire la totalité. Vous imaginez perdre ces avantages qui étaient dus lorsque vous étiez enseignant et on vous dit que vous êtes dans la fonction publique. Dans la fonction publique, vous ne savez pas par où, là où on va vous jeter. Ça, ce sont des conséquences qui sont là. Et le ministre Baora n'a fait qu'appliquer les textes. Lorsque vous prenez les textes, exactement. Et même, le gouvernement pourrait aller plus loin. Parce qu'il y a certains articles au niveau du décret qui est sorti qui peut suspendre le syndicat en question. Pas suspendre seulement, mais qui peut dissoudre le syndicat en question. Et il y a d'autres articles qui peuvent poursuivre. Ça, c'est le code du travail. C'est parce que le syndicat n'existe pas officiellement. C'est là qu'on n'a pas utilisé. Justement, vous comprenez, je suis d'accord avec toi. Donc, vous comprenez à peu près. Donc, il faudrait qu'on fasse attention, il faudrait qu'on fasse pas la terre. La Covid, justement, dans leur veine, la Covid est venue, nous avons vu les difficultés que le gouvernement a. Nous ne donnons pas un chèque en blanc au gouvernement. Ça, il faudrait qu'on sorte de cet amalgame. Là où le gouvernement fait bien, on va le dire, mais là où c'est mauvais, on ne va pas hésiter. Là où c'est mauvais et que nous en pensons, c'est avec la hausse du prix du carburant et nous allons directement avec... oui, rapidement. Parce qu'il y a un problème. Vous savez, au Togo, quand vous faites quelque chose, il y a des gens qui vous disent, faites. Je vous encourage, il faut le faire. Mais dès que quelque chose vous arrive là, on ne trouve personne derrière vous accompagne. Il ne faut pas nous amener dans la guerre Ukraine URSS. On ne veut pas aller là-bas. Il y a déjà des partis politiques qui disent, bon, nous vous soutenons. Maintenant, quand c'est arrivé, c'est les 136 qui sont exclus. La DMK. Quand on vous dit on vous soutient, on sait ce qui arrive. On sait ce qui arrive après. Alors, je le disais tout à l'heure, là où on n'est pas d'accord avec le gouvernement, c'est avec la hausse du prix des carburants, avec la vie chère actuellement. Après, c'est revenu sur le sujet, hausse des prix de carburant dans un contexte de la vie chère. Quelles mesures pour maîtriser le niveau d'inflation et aider les consommateurs à baisse? Est-ce qu'on va aider les consommateurs ou on va vivre comme les Européens, payer les taxes sur tout ce qui bouge, quoi? Vous savez que cette augmentation est arrivée dans un monde un peu compliqué, c'est-à-dire de la vie chère. On s'est dit, parce que les gens ont commencé par en parler. On s'est dit que c'était prévisible. Depuis la semaine passée, les gens ont commencé par parler de cette situation, depuis même que la guerre en Ukraine a commencé. Il y avait les augmentations un peu partout. Les gens se disaient que est-ce que le gouvernement togolais pourrait tenir longtemps? Et là, finalement, le gouvernement a craqué parce que c'était devenu impossible de continuer la subvention. Et malgré tout, on parle de subvention, sinon on aurait pu acheter le carburant à 700, le litre à 753, bien 800 francs. Mais finalement, on nous a ramené à 500, presque 600 francs. C'est pas une histoire de presque 5 francs. Hein.
C'est 600 C'est francs. 600. Donc le problème aujourd'hui, c'est par rapport à la cherté de la vie. Cette augmentation va agir beaucoup sur le consommateur, surtout sur les produits de première nécessité, puisque tout est fait à partir même de l'énergie, du transport, aller acheter les produits céréaliers, les revendre, puisque c'est le carburant qui sert à faire tout ça là. Aujourd'hui, on a augmenté, c'est un problème. Maintenant, quelles sont les mesures que le gouvernement va prendre? Le gouvernement dit, on va commencer par prendre des mesures pour atténuer la situation. Nous avons énuméré quelques-unes de ces mesures qui sont dans le journal, parce que d'abord, depuis le mois de janvier, le gouvernement a commencé par atténuer certaines situations par rapport à la cherté de la vie et à la vie que les Togolais sont en train de mener. Il y a beaucoup qui sont en démarrage. Du coup, il y aura encore d'autres actions qui vont être menées pour que les Togolais ne ressentent pas. Parce qu'on a vu que dans d'autres pays, il y a aussi certaines actions qui sont prises comme au Ghana ou au Bénin, où des actions sont prises. Donc le gouvernement aussi est en train de passer. Mais ce que nous n'oublions pas, c'est que dans ces pays précités tout à l'heure, il y a des mesures qui sont prises. Mais la réalité sur le terrain, quand vous essayez de discuter avec les gens, c'est pas ça. Hein? C'est que le gouvernement, lui, a pris des mesures. Mais la réalité sur le terrain, les commerçants ou bien les revendeurs vous disent que j'ai acquis ça à tel prix, je dois vendre ça à tel prix. Oui, effectivement, parce que depuis quand on a commencé par parler de cherté de la vie, ça fait presque 2 ou 3 ans. Et la Covid-19 a encore venu accentuer la situation. On a vu comment pendant la Covid, le gouvernement a injecté des sous, des centaines de milliards de francs CFA pour pouvoir soutenir la pandémie, pour pouvoir contenir la pandémie, pour que la population ne puisse pas en souffrir. On a vu la réduction, les taxes, on a vu comment on a créé beaucoup de projets, Novici et autres là, pour que la population ne puisse pas en subir. Voilà que nous sommes en train de finir avec la Covid presque, même si ce n'est pas encore terminé, et que cette situation de hausse des prix du carburant arrive. Et on parle de la guerre d'Ukraine. Mais ce que les gens se posent comme question, est-ce que la guerre d'Ukraine a commencé il y a 3 mois? Parce que souvent les commandes sont faites trimestriellement, le pétrole. Donc, quand le pétrole est commandé trimestriellement et que la situation là se présente, je crois que c'est par rapport à ça que le gouvernement n'a pas fait de telle sorte que ça puisse avoir une incidence beaucoup plus sur les populations en adoptant des mesures qu'ils ont éditées. Et lors de la conférence de presse, les ministres qui étaient là, les 3 ministres qui étaient là ont rassuré la population que des mesures sont en train d'être prises pour que les choses soient attenues. Mais par rapport à ta question sur le fait que les gens ne restent pas sur le terrain, parce que les revendeurs des céréales disent que moi j'ai acheté ceci comme ça, le gouvernement doit faire de telle sorte que au moins l'ancêtre-là, on déverse aussi des céréales. Au même moment, ce sont ces mêmes personnes qui placent leurs collaborateurs pour qu'ils viennent acheter chez l'ancêtre. Tchaboré, dites-moi, le gouvernement, lui, c'est vrai qu'il prend des mesures, telle chose, mais la réalité sur le terrain n'est pas ça. Non, la réalité sur le terrain n'est pas ça. J'étais face à quelqu'un un jour qui a dit, c'est pas le gouvernement qui m'a acheté la voiture. Oui, il a raison. Il a raison. Et puis, la réalité sur le terrain n'est pas ça, c'est justement parce qu'il n'y a pas de contrôle. S'il y avait un contrôle qui est fait, après que les mesures soient prises, je pense que le gouvernement devrait se rendre compte que la réalité n'est pas ça, et le gouvernement devrait sanctionner ceux qui enfreignent quand même à la loi, ceux qui outrepassent ou bien ceux qui vont à l'encontre quand même de ces décisions qui ont été prises pour pouvoir soulager nos populations. Moi, je ne veux pas faire tour de commentaires. Je pense qu'il faudrait attendre pour voir quelles sont les mesures qui vont être prises pour soulager la population
vis-à-vis de cette augmentation, parce que lors de la conférence de presse, il nous a été rassuré que les mesures vont être prises. Quelles sont les mesures qui vont être prises? C'est ce qu'on nous dit toujours. Avec la Covid, c'est ce qu'il faut il y a attendre. eu des descentes sur le terrain. Je vous assure que c'est un prix. véritable problème, cette histoire de la vie chère. Et n'oubliez pas, cela va s'accentuer, parce que d'ici 4 jours, nous, les fidèles musulmans, nous allons commencer le carême. Et la plupart du temps, ça nous a été... Quand vous entrez en jeu, c'est oui, c'est la plupart du temps, quand ce moment arrive, avant même qu'il n'ait la vie chère, c'est-à-dire la vie devient chère. Surtout avec les fruits. Donc, attendons-nous à autre chose, carrément. Et là, moi je compte sur le gouvernement pour que des décisions qui sont annoncées ou bien des décisions soient prises pour pouvoir atténuer, je dis bien atténuer, pas éradiquer, parce que nous allons subir pendant longtemps l'effet de cette situation, ça il faut le dire. Et on espère que nous allons nous en sortir. C'est vrai, on peut dire quelque chose et les gens vont nous critiquer. Ce n'est pas au Togo seul que cette situation est là, c'est vrai, c'est mondial, mais nous pouvons faire quelque chose parce qu'on est à peine 8 millions d'âmes. Le gouvernement peut faire quelque chose. Nous savons que le gouvernement a essoufflé avec cette Covid et avec les différentes mesures. Mais c'est son rôle régalien de nous protéger, de faire en sorte que nous, populations, nous vivons bien et on espère que les mesures vont être prises dans ce sens. Il ne faut pas que ce soit des effets d'annonce seulement. Merci. Merci à vous, Taboré, d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui te remercie, Anita, et je te regarde sans cesse. Très bon temps de carême. Bon. Non, c'est dans 4 jours. Ce n'est pas encore arrivé. S'il y a quelque chose à faire, on le fait avant dimanche. Avant qu'on ne se souhaite par téléphone, un très bon temps de carême. Pas seulement que par téléphone, Anita. Avant ce très bon temps de carême, à vous également, merci d'avoir participé à cette pour émission. Souhaiter, comme on ne se voit pas avant le début du carême, pour souhaiter un bon début du carême à tous les fidèles musulmans. Il faut me souhaiter bon début du carême. Non, depuis on a souhaité que tu sois là. Je ne sais pas pourquoi tu traînes. Il faut venir. Il suffit d'un voile et que tu acceptes qu'on puisse aller. C'est un temps de monde. Donc, à 15h, il faut envoyer les bougies. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. J'espère que jeudi, nous les aurons encore. Sinon, nous, on continue notre émission. Merci. Non, c'est pas ça. Merci à vous de nous avoir suivis.